J'enregistre. Allez, bonsoir à tous. Nous sommes réunis ce soir pour une séance d'à peu près 1 heure de questions-réponses avec les joueurs de la partie que nous allons commencer dans quelques temps. L'idée, c'est de vous présenter l'univers, un univers en fait, qui s'appelle l'univers du solstice des ombres. Et donc, ça va être un dialogue entre joueurs et moi, donc, du coup, qui ferai le maître de jeu pour cette partie. Et l'idée, c'est que les joueurs puissent comprendre où ils mettent les pieds, évidemment, mais également vous, qui nous regardez, vous puissiez également savoir un peu connaître un peu le contexte de cet univers pour arriver et comprendre ce qui se passe dans l'aventure. Du coup, je propose de commencer par présenter nos joueurs autour de la table. On va commencer par Sylvie. Coucou. Sylvie, donc, elle joue une religieuse. Une moniale. Vous verrez qu'il y a beaucoup de personnages religieux dans le solstice des ombres. Il y a une histoire de guerre de religion. Donc, voilà. On a ensuite Sylvain, qui est là, qui lui est plutôt sur un versant combattant, voire rude soldat habitué des campagnes. On a également Boubou, dont le vrai nom est Olivier, mais on l'a oublié, en fait, donc vous l'entendrez, on l'appelle Boubou, qui, lui, effectivement, est le seul non-humain de l'équipe. Il nous dira un petit peu. Alors, il faut vous rappeler, donc c'est un amphibien, un humanoïde amphibien. On aura l'occasion de présenter le personnage plus en détail. Et puis, on termine par notre régisseur, si je puis dire, Davy, qui, lui, a pris une chevaleresse, donc également version guerrier, mais quand même guerrier religieux, guerrière religieuse. Puisque c'est une chevaleresse qui peut ressembler un peu à un ordre de Templiers. Donc voilà, donc on va commencer par... je vais peut-être faire une intro, en fait, pour vous lancer, on va dire, parce que là, si je vous demande des questions à froid, ça va être un peu compliqué. Et donc là, Davy, je pense qu'on peut passer sur la carte, de façon à ce qu'on parle un peu géographie. C'est parti. Alors, du coup, normalement, vous voyez bien la carte, et cette carte, elle vous présente en fait une région qui s'appelle l'Irdrie. C'est une plaine, il faut vous imaginer une plaine qui est coincée au nord par des montagnes et au sud également par des montagnes et plutôt à l'est par une mer qu'on appelle la mer froide. Donc cette région, l'Irdrie, c'est là que toute l'aventure va se dérouler. Elle a une particularité, hein, cette région, c'est qu'elle est extrêmement marécageuse, en tout cas elle est parcourue par de très nombreux fleuves. Et donc du coup, ça a une particularité, c'est qu'en fait, il faut vous imaginer des plaines, des forêts, mais avec beaucoup de ravins, avec beaucoup de fleuves, en fait. Et ces fleuves en forment vraiment une sorte de toile, qui vont tous se jeter dans un delta. Imaginez-vous un peu comme le Nil, c'est à peu près pareil, et ce delta, on l'appelle le delta de l'Irde. Hop, alors pour les gens qui nous regardent, je fais une petite avancée là-dessus, voilà. Donc le delta de l'Irde, il faut vous imaginer, vraiment représentez-vous le delta du Nil, c'est un gigantesque marécage, et ce marécage, en fait, d'ailleurs, c'est de là que vient ton personnage, Boubou, hein, donc les tribus d'Ishmen, l'Ishmen c'est le nom de ces fameux humanoïdes amphibiens, vivent en fait dans le delta de l'Irde, vivent d'ailleurs assez cachés, ils ne vont pas souvent à l'extérieur, ils sont un peu sauvages on va dire. Et donc cette région, elle est connue comme la région des 1000 serpents. Alors les serpents, ça évoque les fleuves en fait, hein, effectivement. Et le fleuve principal, un peu l'équivalent du Nil, on va dire, s'appelle donc l'Irde. Et l'Irde, c'est un fleuve gigantesque qui descend des montagnes qui se trouvent à l'ouest de ces plaines. Donc ça, c'est l'endroit où tout va se passer. Je vais vous parler un peu de l'extérieur, parce qu'en fait, vos personnages connaissent un peu ce qui se passe à l'extérieur. Néanmoins, il faut savoir que l'ensemble des personnages qui composent l'équipe ne sont jamais sortis de ces plaines, pour faire court. Notamment les Irdrians, puisque c'est le nom du peuple qui vit en Irdrie, on les appelle les Irdrians, eh bien, ils ne s'aventurent pas vraiment dans les montagnes, ni au nord, ni à l'ouest. Par contre, vous verrez qu'ils ont une relation particulière à la mer, qui se trouve à l'est, donc la mer froide,
Et on va en parler parce que c'est de là que viennent leurs ancêtres, en fait. Alors, cette géographie, elle est assez simple, donc il n'y a pas grand-chose à comprendre. Maintenant, on va parler un peu politique, c'est ça qui vous intéresse. Alors, encore une fois, la géographie, elle a surtout une importance pour le personnage de Boubou, puisqu'effectivement, il vient des Marais, en fait. Donc, après, au niveau politique, alors je vais vous parler du monde actuel. Alors, la première chose qu'on peut dire sur l'Irdrie, c'est qu'elle est en fait, il y a une datation qui régit évidemment les royaumes qui se trouvent dans cette plaine d'Irdrie, dans ces plaines d'Irdrie, et on dit qu'on est au VIe siècle. Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est au VIe siècle, hein? La datation, évidemment, n'est pas par rapport, par exemple, à Jésus-Christ ou autre chose. La datation, elle est par rapport à un événement fondateur qu'on appelle la conquête. Autrement dit, les royaumes qui existent aujourd'hui en Irdrie, ils sont issus d'un événement qui s'est passé il y a 6 siècles et qui s'appelle la conquête. Donc je suis un peu obligé de vous en parler pour que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe. La conquête, c'est quoi concrètement? Eh bien, avant les peuples qui vivent aujourd'hui en Irdrie, l'Irdrie faisait partie d'une espèce d'empire, on va dire, c'est pas tout à fait vrai, on va dire un ensemble de royaumes, qui étaient tenus par des gens que vous connaissez sous le nom d'anciens rois. Vous avez compris qu'ils ne sont plus là, hein, sinon on ne les appellera pas comme ça. Voilà, donc, et les anciens rois, c'est un peu le croque-mitaine de l'univers du solstice des ombres. Ce sont des gens qui sont véritablement, ils sont considérés comme parfaitement dégénérés, ce sont des créatures qui sont censées être immortelles, qui ont réduit littéralement en esclavage les êtres humains qui vivaient en Irdrie. Ils sont connus pour leur torture, leur goût de la chasse. Enfin bon, c'est des êtres, c'est vraiment des croque-mitaines. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les ancêtres des Irdriens, qui étaient en fait des gens de la mer, des envahisseurs venant de la mer froide, pour tout un tas de raisons qui seraient un peu compliquées à expliquer aujourd'hui, en fait, ont mis à bas ces anciens rois. Alors, ils étaient déjà bien décadents, hein, les anciens rois, ils n'étaient pas en grosse forme à l'époque, au début de la conquête. Et ce qu'ils ont fait, donc, c'est les Irdriens se sont battus, ont voulu envahir les terres des anciens rois. Ça ne s'est pas très bien passé, hein, ça a pris 1 siècle environ pour mettre à bas, pour ravager les royaumes des anciens rois, mais ils ont fini par gagner. Et donc, les gens qui étaient en fait des nomades des mers ou des marins, des voyageurs de la mer froide, en fait, une partie d'entre eux se sont établis dans les plaines d'Irdrie, à la place des anciens rois, et ils sont devenus les Irdriens. Et donc, il y a des gens dans l'équipe qui sont des Irdrians. C'est le cas du personnage de Davy, par exemple, qui est une aristocrate irdriane. C'est aussi le cas du personnage de Sylvie, le personnage d'un joueur qui n'est pas là également, qui s'appelle Nassirias. Par contre, toi, tu as une exception à la règle, Sylvain, avec ton personnage, puisque tu habites en Irdrie, tu es, entre guillemets, Irdrian, mais tu n'es pas un descendant de ce peuple des mers. Tu es un descendant des gens qui avaient été asservis par les anciens rois et qu'on a surnommé avec le temps les serve-rois. C'est tendance le mot, mais enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça. Donc, il y a bien, là, pour le coup, on peut clairement dire que je me suis inspiré des Normands et des Saxons. Hein, c'est un peu la même idée. Donc, il y a une aristocratie irdriane, et puis de l'autre côté, vous avez la majorité de la population qui n'est pas descendante de ces nomades, et qui on appelle globalement les serve-rois, ce qui veut tout dire et rien dire du tout, parce qu'en fait, il y a plein de peuples là-dessous. Voilà. Et de manière générale, l'aristocratie est plutôt irdriane, et le peuple, les artisans, les roturiers, les commerçants, sont plutôt des serve-rois, en fait. Et il y a un peu une sorte d'inimitié, c'est-à-dire que il y a des proverbes qui disent « serve-roi un jour, serve-roi toujours », donc on ne sait pas s'ils ne sont pas en train aussi de continuer d'adorer les anciens rois, de faire des cultes un peu étranges, ce genre de choses. Il y a une espèce de méfiance, on va dire, ou d'inimitié parfois entre les Irdrians, donc ces aristocrates, et les roturiers. Donc ça, c'est un peu le contexte sociologique, on va dire. Donc les siècles ont passé, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des royaumes irdrians se sont formés, et ces royaumes, en fait, on les appelle des baronnies, ce sont les baronnies.
Ce qui fait que toute l'Irdrie est une espèce de mosaïque de baronneries. C'est très féodal en plus, parce qu'il y a des grandes baronneries qui contiennent des petites, des moyennes, des toutes petites, etc., avec un système de vassalité. Par contre, il n'y a pas de roi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très important pour les Irdriens. Ils ne veulent pas de roi. Ils s'en méfient comme la peste. Ils ne veulent pas que quelqu'un contrôle toute l'Irdrie. Et donc, vous doutez bien de ce qui se passe, c'est assez facile, hein, comme au moment de la France du Moyen-Âge. Eh bien, c'est une espèce de guerre féodale continue, hein, pour essayer de piquer les fiefs d'à côté, de s'agrandir. On se marie, on fait des alliances, on se trahit. Enfin bon, c'est une espèce de tumulte permanent. Donc, ils sont des gens de même culture, mais enfin, bon, il n'y a pas vraiment d'unité. Et il y a des centaines de baronnies, en fait, qui composent cette mosaïque en Irdrie. Je m'arrête 5 minutes, j'ai fait déjà pas mal de choses. S'il y a des questions, n'hésitez pas sur ces aspects politiques. Après, moi, je vais continuer évidemment à détailler des aspects religieux, sur les races, le contexte, etc. Mais déjà, est-ce que c'est à peu près clair au niveau de la géographie, hein, donc avec cette plaine Ouais. Il y a des questions, il y a des choses qui vous intriguent ou des... Ouais, peut-être que tu peux nous expliquer comment s'organisent un peu les différentes baronneries les unes par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a un endroit où ils se réunissent? Est-ce qu'il y a un conseil? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait permettre de gérer l'équilibre un peu géopolitique des perles, le monde où on est? La réponse, c'est oui et non. Il n'y a pas de conseil des barons, si c'est à ça que tu penses. Et en fait, les gens qui régissent ou qui équilibrent les pouvoirs ou qui servent d'intermédiaires, je sais pas comment dire, ou de diplomates, sont les religieux. En fait, il y a un conseil religieux qui, par moment, peut jouer les arbitres entre deux barons ou entre des barons qui sont en train de s'entretuer, en fait. Mais il n'y a pas un conseil des barons. Il y a juste des alliances temporaires, en fait, de gens qui s'entendent plus ou moins bien ou qui passent des alliances par mariage, par exemple. Alors, il y a une ville qui est importante pour ça. C'est une ville c'est facile, elle est au centre de l'Irdrie. Hein, elle s'appelle Effar. C'est une ville très importante. Alors, c'est une ville qui est assez immense. Elle est particulière parce que c'est là qu'a eu lieu la dernière bataille contre les anciens rois. En fait, elle a été fondée sur la colline où les derniers anciens rois ont été massacrés par les ancêtres des Irdriens. Elle se trouve d'ailleurs, elle surplombe un lac, ce lac étant le lac Veïr, qui est un lac sacré. Et d'ailleurs, les eaux du Veïr, donc ce lac, se déversent dans les deltas des marais. Donc voilà, et donc à Effar, c'est une ville politique, parce qu'en fait, quand vous voulez régler un conflit d'ampleur entre deux barons, généralement, ils vont à Effar, ils vont toquer à la porte des hautes autorités religieuses, et puis ils essayent de s'arranger entre eux, histoire que ça ne dégénère pas trop, en fait. Donc tu vois, il n'y a pas de... C'est un peu comme en France, hein, il n'y a pas vraiment de... Quand tu avais des barons féodaux, il n'y avait pas une assemblée des barons qui pouvaient régler les problèmes, et comme il n'y a pas de roi, c'est encore pire, en fait. Moi, j'ai aussi une question, enfin, j'en ai deux en l'occurrence. La première, c'est à quelle baronnie nous on est liés, premièrement, et éventuellement, est-ce qu'elle est importante ou pas dans cet équilibre géopolitique? Et après, la deuxième, qu'est-ce que cette religion dont on parle, parce que oui, monothéiste ou autre. Alors, je vais commencer par... Oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, je veux juste ajouter une question qui découle de la deuxième de Boubou. Là. C'est du coup, quelle est l'importance de la religion pour les Irdrians et les Serverois? Est-ce qu'il y a une espèce d'autorité religieuse, un peu comme l'autorité papale au Moyen-Âge, que du coup tout le monde écoute, ou est-ce que c'est juste des conseils qui sont donnés et les populations font un peu ce qu'elles veulent? Alors, je vais séparer en deux. Je vais mettre tout l'aspect religieux en deuxième partie parce que c'est assez touffu, on va le voir, mais on peut pas faire l'impasse dessus. Vous avez raison. Je vais juste répondre à la première question de Boubou sur les baronnies. Alors, il y a un truc assez simple, c'est que même s'il y a des centaines de baronnies, faut vraiment vous imaginez un état, enfin, c'est tout morcelé, quoi, l'Irdrie. Il y en a quand même 3 qui dominent. Avec le temps, en fait, il y a eu un phénomène d'agrégation, quand même.
Et donc, au VIe siècle, il y a 3 grandes baronnies qui dominent les autres, on va dire. Donc et d'ailleurs, les baronnies, c'est familial. Hein. Donc, vous allez voir, le nom de la baronnie vient souvent du nom de la famille qui la domine. Je vais vous les citer, hein, les 3 baronnies. La première s'appelle Farnost. Voilà, et assez logiquement, elle est administrée par les Farnostari. Donc ça, c'est assez facile à retenir. La deuxième s'appelle l'Evarad. Et les Varades, c'est les Zévaradis, tout simplement. Elles sont de taille à peu près équivalente. Et elles ont une particularité, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais elles s'organisent autour des phares. C'est-à-dire que ça fait une espèce d'escargot autour des phares, en fait. Et puis la troisième baronnie s'appelle Achantar. Et évidemment, c'est les Achantari qui la dominent. Donc on a Farnost, Evarad et Achantar. Grosso modo, c'est les 3 grandes familles qui ont émergé. Ils ont agrégé plein de vassaux, en quelque sorte. Et évidemment, ils se tirent la bourre en permanence. Donc un coup, c'est Farnost qui domine, un autre coup, c'est l'Evarad, un autre coup, c'est l'Achantar. C'est une espèce de cycle guerrier permanent, des tractations commerciales, ce genre de choses. Alors, vous, en général, donc vous, l'équipe, vous êtes rattaché à Farnost. D'accord. Pas directement. Vous êtes au niveau N-15 de Farnost quand vous commencez, si je puis dire. Vous êtes en fait dans une baronnie qui est une toute petite baronnie, mais qui est en fait assez importante du point de vue de l'histoire, qui s'appelle Serados. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi elle est importante. Serados, elle se trouve coincée. Elle est tout au sud de la frontière. Elle est à la frontière sud de Farnost, en fait, et elle se trouve au bord des marais du delta de l'Irde. Et elle est vraiment petite. C'est vraiment pas un gros truc, quoi. Et elle a une importance, c'est parce qu'en fait, les caravanes commerciales, les marchands, en fait, qui viennent de la mer froide, donc à l'ouest, et pour aller à Éphar, ils sont obligés de passer par Serados. Et donc, du coup, c'est une toute petite baronnie, mais qui est très riche et très importante, en fait. Elle a un deuxième... Oui, je t'en prie, Sylvain, vas-y. Ouais, excuse-moi. Éphar, au final, je sais pas, peut-être tu l'as dit et j'ai manqué d'attention. Éphar appartient à quelle baronnie? À aucune. Et c'est une très bonne question. Alors, il y a 2 villes, je vais le préciser dès maintenant, je n'ai pas oublié ta question, hein, Sylvie, je vais y revenir, mais il y a 2 villes qui n'appartiennent à personne et qui sont considérées comme des villes saintes. La première, c'est Éphar, donc c'est tout con, elle est au centre des baronnies et elle représente une ville, on va dire neutre, en tous les cas sainte, parce que les anciens rois ont été défaits et battus à cet endroit, et que c'est finalement là qu'a été fondée la culture irdriane. Donc Éphar, elle est complètement indépendante, elle est dirigée d'ailleurs par des religieux. Et la deuxième s'appelle Canaé, et je vais vous en parler un peu plus après. Canaé, elle n'appartient à aucune baronnie, et elle est au sud de l'Irdrie, et c'est une cité sainte parce qu'il y a un prophète qui a fait ses sermons là-bas, et on a construit, en fait, il est monté sur une colline, hein, comme tous les prophètes qui se respectent. Il a fait un sermon, et du coup, on a construit des temples à l'endroit où il avait fait ça, quoi. Et c'est devenu une ville sainte, en fait. Le nom, c'est le nom du prophète ou pas du tout? Pas du tout. Le prophète s'appelle Orostraz, ou plus exactement par nom, Saint Orostraz. Merci. Ouais, oui. Alors, Orostraz, évidemment, j'aurais jamais dû inventer ce nom parce que d'abord, il est imprononçable. Mais alors, vous allez voir, il est foutu à toutes les sauces. Et on va pouvoir parler d'ailleurs de la religion. Mais effectivement, Canaé, c'est la ville où Saint Orostraz a fait son premier sermon sur une colline qui s'appelle le mont du premier sermon, parce que j'avais pas beaucoup d'imagination. Et Golgotha était déjà pris. C'est ça, exactement. C'était il y a combien de temps, ce sermon et ce prophète, par rapport à alors, par rapport à la partie, c'est donc il y a 6 siècles, juste à la fin de la conquête. Ah, d'accord. Le sermon a précédé peut-être d'une année, pas plus. Je vous rappelle que la conquête a duré 1 siècle à peu près, pas tout à fait, mais peu importe. Et donc, 1 an avant la chute et la défaite finale des anciens rois, eh bien, notre ami Saint Orostraz a fait un sermon
en promettant, justement, ce qu'il promettait là-dedans, c'est d'avoir l'aide des dieux, enfin d'un dieu en particulier dont on va parler, pour écraser les anciens rois qui avaient le mauvais goût de ne pas vouloir partir ni mourir. Donc la prophétie, c'est juste la participation des dieux à la chute, ou ça va au-delà? C'est pas vraiment une prophétie. Oui, c'est vrai que tu as dit, j'ai dit prophète, mais c'est pas vraiment un prophète. Il n'a pas annoncé quelque chose, il l'a vraiment fait. C'est-à-dire qu'il a rapporté, en fait, il est devenu saint parce qu'il a rapporté des reliques qui ont permis d'écraser les anciens rois, en fait. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, sur le mont du premier sermon, il a fait son sermon, là, il s'est fait un peu mousser, et après, il a remis les reliques, en fait, à ceux qui étaient venus à lui, et les gens sont repartis, on va voir qui est reparti d'ailleurs avec les reliques, et effectivement, en moins d'un an, ils ont littéralement zigouillé tous les anciens rois, jusqu'à les écraser dans une bataille finale colossale à Éphar, enfin sur le lieu de la construction d'Éphar. Alors la religion. Moi je vais l'appeler. Moi je vais l'appeler Saint-Père, hein, parce que c'est un petit peu imprononçable, Rostraz. Donc pas mal. Ce sera Saint-Père. Voilà. Moi, est-ce qu'on sait ce que c'est que les reliques en question, ou pas du tout, ou est-ce que c'est pas important? Alors, ça dépend de quelle est ta question. Est-ce que tu connais la nature profonde des reliques et de leur pouvoir? Non. Et on va voir pourquoi. Par contre, est-ce que tu connais certaines reliques célèbres et ce qu'elles font ou ce qu'elles ont fait? Oui. À mon avis, mon personnage ne connaît pas, vu que c'est un Leishman, mais est-ce que... Oui, non, c'est vrai. Non, tu marques un point. Non, je me demandais si au contact, puisqu'on peut le dire, hein, ton personnage, il est assez lié à la fois au personnage de Davy, donc cette chevaleresse, et au personnage de Sylvain, qui est un lieutenant. Non, effectivement, je pense que c'est même assez loin de... C'est peut-être même une curiosité pour toi, cette histoire de relique, ça te laisse un peu perplexe, je pense. Non, là, c'était plutôt le joueur qui posait la question, en fait. Bah oui. Est-ce que ces reliques sont toujours en circulation ou est-ce qu'elles ont disparu? Alors, il y en a qui ont disparu. Il y en a beaucoup, hein, déjà, des reliques. Alors d'ailleurs, soit dit en passant, je vais faire un jeu de mots débile, mais il y en a un peu trop pour que ce soit catholique. C'est que Saint-Rostraz, il est revenu avec beaucoup de trucs quand même. Il y a des saints qui ont eu 14 orteils, quoi. Ouais, voilà, ils avaient beaucoup de bras ou pas mal de gens pour porter. Mais oui, non, elles sont toujours là. Et d'ailleurs, dans le monde, c'est la seule manifestation, enfin le monde du VIe siècle, pardon, c'est la seule manifestation d'une magie puissante. Alors, je vais essayer de m'expliquer. Alors d'ailleurs, c'est pas de la magie, hein, pour les Irdrians, c'est plus des miracles, en quelque sorte. Alors, il y a des reliques très connues. On peut en citer une ce soir. Il y en a une qui s'appelle le fascième, par exemple. Le fascième, c'est un masque que peut porter quelqu'un et qui est en fait quand vous portez ce masque, vous pouvez transformer des êtres humains en créatures, en monstres qui vont ensuite vous servir et devenir votre armée et vous créer une meute en quelque sorte. Et donc, d'ailleurs, le fascième a été utilisé contre les anciens rois. Il n'y a pas que celui-là, mais il y en a. Alors, après, vos personnages ne le savent pas, ou y croient à différents degrés, mais enfin, en tant que joueur, vous vous doutez qu'au bout de 5 siècles, on a un peu aussi boursouflé le pouvoir des reliques. Hein. Il y a eu un peu détournement du truc. Néanmoins, je tiens à le dire, elles ont de réels pouvoirs. Et ils s'exercent encore aujourd'hui. Alors, les reliques, je vous dirai d'où elles viennent dans quelques instants, mais les reliques, elles sont portées par des gens très particuliers qui s'appellent les saints reliquaires. Autrement dit, là où dans notre réalité, les reliquaires, vous savez, sont des objets qui accueillent des reliques de saints, ben là, c'est des gens. Autrement dit, lorsque vous portez une relique, d'abord, vous la portez en permanence, et vous devenez un saint reliquaire. Et les reliques, ça ne fait pas du bien aux gens du tout. Ils ne durent pas très longtemps et ils ne sont pas très sains d'esprit quand ils les portent. Par contre, ils sont vénérés un peu comme des demi-dieux.
Voilà. Donc il y a des cérémonies d'ailleurs qui se passent à Canaé, où quand il y a un saint-reliqueur qui commence un peu à partir en cacahuète, eh ben, il faut lui trouver un remplaçant. Donc il y a toute une cérémonie où on abandonne la relique. Autant vous dire, quand vous abandonnez la relique, bah, vous devenez une espèce de loc. Et puis il y a quelqu'un qui prend le relais. C'est un rôle extrêmement important. Vous êtes vénéré, vous êtes servi. Par contre, il y a une chose très importante, c'est que les saint-reliquaires sont indépendants. Autrement dit, il n'y a pas un baron qui peut venir dire, au fait, monsieur, j'aimerais bien que vous alliez zigouiller mon copain avec votre relique, s'il vous plaît. Et ils le font parfois, mais c'est eux qui le décident. Ils sont, ils sont indépendants, c'est-à-dire ils rapportent même pas à une autorité religieuse suprême. Non. Et qui les nomme alors? Et c'est là Mais que la donc, question mais- de l'autorité ouais, alors- religieuse se repose. Voilà, exactement. Du coup, quand il y en a un qui commence à donner des signes de faiblesse, c'est quand même le corps religieux qui organise la succession. Alors, ils sont servis par des religieux. Chaque saint-reliquaire a son ordre qui D'accord. l'entoure et qui le Un sert. peu, En fait, ok. il peut pas vivre tout seul, quoi. Et en fait, ça ressemble un peu, vous savez, au Dalai Lama, c'est-à-dire que quand on sent que le saint-reliquaire va pas super bien, on commence à aller chercher quelqu'un qui pourrait le remplacer. On va dans les villages, voilà, il y a même des aristocrates qui donnent leurs enfants pour essayer de devenir saint-reliquaire, parce que c'est très prestigieux. Voilà, et donc ils ont véritablement une sorte de garde religieuse autour d'eux, qui, comment dire, s'inscrit dans la religion dont on va parler, mais ils sont indépendants. Encore une fois, vous ne pouvez pas avoir un haut prêtre du dieu X ou Y qui arrive et qui dit bon, en fait, j'aimerais bien que tu ailles détruire tel temple de mon copain, tu n'as pas de baron, tu ne peux pas contraindre un saint reliquaire. Tu peux juste éventuellement, d'ailleurs, il y a des barons qui se présentent pour qui font des dons, ou qui essayent de les amadouer, mais enfin, et il faut que vous les voyez un peu comme des extraterrestres, les saints reliquaires. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment coupés du monde, hors du monde, c'est comme s'ils étaient possédés par leurs reliques et ils n'obéissent finalement un peu à des pensées qui leur appartiennent et leurs voix sont mystérieuses. On ne sait pas trop pourquoi ils décident à un moment donné de sortir de leur temple, parce qu'ils sont enfermés dans des temples, pour aller faire ceci ou cela. C'est très mystérieux. Mais ce sont des dieux, littéralement des dieux sur Terre. Et ils sont mortels, c'est-à-dire si on leur ils sont mortels, ouais. un carreau d'arbalète dans la tête, c'est terminé, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, ils sont mortels, et ils sont puissants, mais mortels. Au long, je dirais que c'est toi qui as tiré. Hein. Ouais. Évidemment. Oui. On est d'accord, Benjamin, que c'est la seule expression de magie qu'il y a en Irdrie, quoi. Non. Alors, je vais m'expliquer. C'est la seule expression de magie classique de jeu de rôle. Voilà. Mais vous allez trouver toutes sortes de magies de type chamanisme, de type petite superstition. Alors, on ne sait jamais si c'est de la superstition, de la magie, ce genre de choses. Ça, c'est un peu difficile, mais il y a quand même ce qu'on appelle les petites magies ou les magies populaires. Elles existent et en fait, par exemple, les Ishmen ont leur propre magie qui est bien réelle. Simplement, c'est pas tout à fait la même dimension qu'un saint reliquaire qui se balade avec ses 400 gus et qui arrose un champ de bataille de flammes, quoi. On n'est pas tout à fait dans la même dimension. Et il y a une troisième source que vous pourriez deviner d'ailleurs, c'est que nos amis les anciens rois, eux, avaient possédé une magie certes particulièrement corrompue, et donc il y a quand même des vestiges. Hein. Alors les anciens rois étant immortels, leur civilisation a duré des millénaires, donc vous doutez bien que la Liardrie est pourrie de ruines de ces gens, des ruines qu'on évite la plupart du temps. Il y a des tombeaux, il y a plein de trucs, des palais, et il y a des objets appartenant aux anciens rois qui sont considérés comme maudits. Il faut se rappeler, c'est des esclavagistes, c'est des gens extrêmement cruels. Si vous voulez un peu vous les représenter, on peut les comparer un peu aux Harkonnen de Dune. C'est un peu du même acabit, donc plutôt sociopathe. Mais il y a beaucoup d'objets des anciens rois qui demeurent, et il y a des gens qui sont assez fous pour aller piller des tombes, ou qui s'imaginent aller, je sais pas moi, conquérir le fief voisin grâce à l'épée d'un ancien roi, ou je ne sais quoi. Évidemment, ça tourne jamais très bien. C'est parce que c'est fait pour des anciens rois qui ne sont pas humains. Et donc, quand un être humain prend ce genre d'objet, ça se passe pas super bien, généralement. Donc, 3 types de magie. Du coup, cette source de magie des anciens rois, on comprend qu'elle est assez mal considérée. Mais les petites magies, le chamanisme, les superstitions populaires, c'est toléré.
C'est toléré. L'Église ne voit pas ça d'un mauvais œil. Non, c'est toléré. Alors, on va répondre à ta question, du coup, je pense, parce que là, les gens se demandent, alors c'est quoi ces dieux là? Donc, on peut déjà dire, c'est polythéiste, et quand je dis polythéiste, c'est il y a un foisonnement de divinités. Alors ça va de la divinité du puits d'à côté au méga-dieu qui représente le soleil. Chaque peuple a ses divinités, elles sont parfois redondantes, il y en a qui disparaissent, il y en a qui sont fausses, il y en a qui sont vraies, il y a des trucs c'est juste des esprits, il y en a d'autres c'est véritablement des dieux au sens grec ou romain du terme. Alors c'est une espèce de bordel sans nom, mais grosso modo, il y a deux grands paquets. Il y a toutes les divinités populaires, un peu comme la magie populaire, on va dire, et là, vous avez tout ce que vous voulez. Les Ishmen ont leurs dieux, d'ailleurs, bien évidemment, leurs esprits, leurs dieux, il n'y a aucun problème. Mais vous avez quelque chose qui domine, qu'on appelle les dieux conquérants. En fait, quand les ancêtres des Irdrians ont vaincu les anciens rois, ont conquis l'Irdrie, eh ben, ils ont amené leurs dieux avec eux, qu'on appelle les dieux conquérants. Ils ne sont pas beaucoup, les dieux conquérants, hein, il y en a grosso modo 4. Qu'on appelle les guides. Le nom officiel de ces dieux s'appelle les guides. Il n'y a pas de chef parmi les guides, mais il y a un dieu qui a pris l'ascendant sur tous les autres. Les Irdrians ont un peu quitté la religion de leurs ancêtres et ils se sont rapprochés d'un seul dieu qui s'appelle Astor, qui est le dieu du soleil. Donc en fait, pour répondre à ta question, Sylvie, c'est polythéisme sans aucun problème. Mais de fait, c'est quand même un vieux monothéisme de base, puisqu'en fait, les gens qui tiennent la politique, la société, etc., ils adorent tous Astor, en fait, pour faire quoi. Voilà, donc la religion astoréenne, c'est comme ça qu'on l'appelle, est la religion dominante, mais de très 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 loin du VIe siècle, et ça tient au fait que le fameux saint Orostras, dont on a parlé tout à l'heure sur sa colline et avec ses reliques, c'était un prêtre d'Astor, en fait. Et donc, on considère que Astor a donné l'Irdrie aux Irdrians par l'intermédiaire de saint Orostras, et c'est pour ça qu'en fait, le culte d'Astor a pris tellement d'ampleur, alors qu'en fait, les ancêtres des Irdrians avaient plusieurs dieux. Là, on va dire, Astor domine un peu tout. Donc, en fait, la plupart des temples, des grands temples, sont des temples dédiés à Astor, le dieu du soleil. On les reconnaît facilement, d'ailleurs, parce qu'en fait, ils ont tous un dôme doré, et ils rivalisent de grandeur, c'est gigantesque en fait. C'est des basiliques énormes, alors ça s'entasse. Dès qu'ils peuvent en construire une plus grande, à Cannae, il y en a des dizaines, à Eiffar aussi. Enfin, bon, voilà. Et chaque village, un peu, a au moins une chapelle dédiée à Astor. La représentation d'Astor est sympa, non? Pardon? La représentation d'Astor, tu peux peut-être en parler? Ah oui, la représentation d'Astor, Astor est représenté sous la forme d'un lion ailé à tête humaine. Alors par contre, il change de tête en fonction des saisons. Oui, je sais. C'est-à-dire qu'en automne, voilà. Et en hiver, en automne, il a une tête masculine et barbue. Et au printemps, en été, il a une tête féminine. Voilà, donc il change de tête. Et donc du coup, oui, on le représente comme un lion ailé qui parcourt le ciel en fait pendant la journée. On va voir qu'il fait d'autres trucs la nuit. Et donc on va trouver des représentants. C'est pour ça qu'on va l'appeler le lion céleste. On va représenter. Tout le monde va avoir des petites amulettes en forme de lion, ce genre de choses en fait. Et est-ce que donc, tu disais sur les anciens dieux Idrians, donc ils étaient 4, finalement il y a Astor qui ressort du lot. Oui. Les trois dieux qui du coup restent un peu sur la touche, le vivent bien? Pas trop. Il y en a notamment un qui est pas du tout content, on va le voir. Alors les 3 autres, on peut les citer. Donc il y en a un qui s'appelle Talris. Alors celui-là, tu peux pas l'éviter, parce que c'est le juge des morts. Donc du coup, lui, c'est pas qu'il n'est pas adoré, c'est qu'en fait, les prêtres de Talris, ils sont forcément là quand quelqu'un meurt, c'est eux qui s'occupent de préparer le corps du mort pour aller... En fait, Talris invite les morts à un banquet. Et pendant le banquet, en fait, il juge les morts, en fait. Voilà. Donc les prêtres de Talris ne sont pas des comiques, hein, du tout. Des gens un peu en noir, machin, et puis ils s'occupent vraiment des morts. Et les gens sont très respectueux des prêtres de Talris, évidemment, parce qu'à un moment donné, on va finir par aller les voir. Donc ça, c'est c'est le deuxième guide, donc le guide dans la mort. Hein. Il y a le guide dans le ciel, le guide dans la mort.
Et puis, il y a le guide dans la vie, c'est une déesse qui s'appelle Épinéris. Épinéris, elle est appelée la déesse aux 1000 filles. Donc, c'est la déesse de la naissance de la vie, de l'accouchement, de la maternité, de la fertilité. C'est elle qui fait jaillir la vie dans le monde. Donc, c'est le guide dans la vie. C'est aussi la déesse du bonheur, de l'amour, de l'union, de la paix. Par exemple, Astor représente la justice et la guerre. Épinéris, c'est un peu de l'autre côté. Alors, Épinéris, pareil, c'est pas qu'elle est méprisée, mais on lui attache beaucoup d'importance parce que c'est aussi la déesse de la médecine, de la guérison et de la vie. Voilà, elle est un peu en deçà d'Astor, qui est une espèce de bonhomme un peu puissant, qui a sauvé l'Irdrie, qui a vaincu les anciens rois, machin. Enfin, Épinéris est quand même bien considéré également. Et le dernier, qui est celui qui n'est pas très content, s'appelle Uléru. Alors, Uléru, il est très particulier. Alors d'abord, il est représenté sous la forme d'un kraken, donc une sorte de calmar géant, on va dire. Il vit dans la mer froide, c'est-à-dire la mer d'où viennent les Irdriens. Et c'est considéré comme le dieu des songes, le dieu des prophéties et malheureusement le dieu de la folie également. Quand quelqu'un devient fou, on dit souvent qu'Uléru murmure à ses oreilles. C'est un dieu donc on ne le révère pas vraiment. Il a des temples, mais si on va dans les temples, c'est essentiellement pour consulter les oracles d'Uléru. Voilà, et c'est le guide dans le sommeil, le guide dans l'inconscience, le guide des prophéties, de l'avenir, du destin. Et c'est un dieu très étrange, très hermétique. Il n'a pas de culte, il n'a pas vraiment de prêtre. Il a juste des oracles, en fait, qui évidemment font des prophéties incompréhensibles, qui se finissent toujours par se révéler vraies. Voilà, donc en fait, quand vous allez dans une ville irdriane, vous avez forcément cette espèce de temple solaire magnifique. Vous avez des coins un peu plus sombres avec des oracles, avec Uléru. Vous pouvez aller faire dans des temples hospices, vous faire soigner par exemple par des prêtres d'Épinéris. Et puis quand malheureusement quelqu'un décède, il y a un temple qu'on appelle souvent la maison carrée, qui est en fait le temple où on prépare les morts. Donc c'est les 4 dieux conquérants. Donc les dieux des Irdrians, ce qui n'empêche pas du tout les autres religions de prospérer avec des cultes, des machins, mais elles n'ont pas la même dimension, c'est tout en fait. Et encore une fois, il y a un delta de présence religieuse incomparable entre les gens le clergé d'Astor et le reste. Et vous allez voir, il y a des chevaliers d'Astor, il y a des reliquaires d'Astor, il y a des moines d'Astor, il y a des prêtres d'Astor, enfin c'est décliné à toutes les sauces, et ils sont partout dans la société en fait. On parlait tout à l'heure d'une autorité à Éphar, donc Éphar c'est cette ville au centre de l'Irdrie, où parfois les barons se rendent pour essayer de résoudre leur querelle, on va dire, et bien en fait, le culte d'Astor, lui, il n'a pas de pape, de l'équivalent, mais il y a un conseil en fait, qui s'appelle le conseil des 8, donc en irdrien ça se dit l'Astérium. L'Astérium, c'est donc un conseil de 8 hauts prêtres, qui sont en fait, représentent les 8 compagnons de saint Orostraz, et qui ont repris le flambeau, et de génération en génération, en fait, c'est eux qui président aux destinées du culte d'Astor en Irdrie, en fait. Je rappelle qu'ils n'ont pas autorité sur les saints reliquaires, ni sur les barons. C'est juste un truc à côté, quoi. Néanmoins, tous les barons irdriens, tous les aristocrates irdriens sont astoréens. C'est une sorte de religion unique. Quand vous êtes aristocrate, vous êtes avant tout astoréen. Vous n'êtes pas, je sais pas, vous adorez pas Talris, quoi. Typiquement, c'est pas une autre religion, une religion étrangère. Par contre, les serveurs-rois... On le verra quand même un jour. Je dirais, on le verra quand même un jour, Talris. Peut-être. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se préparer, mais enfin, tu vas pas le prier tous les jours, ou là, c'est un peu morbide, quoi. Par contre, pas la peine de rater la rencontre. Non, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Mais par contre, les serveurs-rois, eux, ont toutes sortes de cultes. Alors, certains se sont convertis au culte des conquérants, mais c'est pour ça qu'il y a cette espèce de méfiance. C'est qu'il y a certains serveurs-rois qui, et c'est vrai, continuent, par exemple, d'adorer en secret les anciens rois, typiquement, qu'ils ont déifiés, et ils continuent. Alors, c'est pas la majorité des gens, hein, mais ça existe.
Et alors du coup, aussi dans le monde qu'on a, les Irdris, etc., est-ce que on sent que la population, on va dire, dite humaine, elle est majoritaire, mais est-ce qu'il y a d'autres races qui sont présentes? Est-ce qu'on peut croiser des humanoïdes un peu étranges, différents? Alors oui, il y a des non-humains, très clairement. Alors peut-être moins que dans des mondes de high fantasy où on croise des elfes, des nains, enfin c'est une sorte de cantina, là, c'est pas du tout le cas. Alors clairement, le 6e siècle en Irdrie, c'est majoritairement des humains. Toutes sortes de peuples, mais c'est très très majoritairement des humains. Dans les montagnes, donc je rappelle, au sud et à l'est, il y a une grande chaîne de montagnes qui s'appelle les montagnes de l'Aube, mais aussi au nord de l'Irdrie. À l'ouest, pardon, je me trompe tout le temps, c'est vrai, à l'ouest. Et puis au nord, il y a ce qu'on appelle les basses tours, donc c'est une petite chaîne de montagnes. Là, il y a des nains, et des nains très traditionnels, hein, qui ressemblent pile poil à ce que Tolkien a créé, avec des cités troglodytes, ce sont des mineurs, etc. Alors on va voir que les nains, au 6e siècle, tu ne vas pas en croiser beaucoup. Et honnêtement, ils ne sont pas en odeur de sainteté parmi les Irdrians. Alors pourquoi? Alors là, il faut vous expliquer un truc culturel que vous allez devoir jouer, et qui est à mon sens assez important. C'est qu'en fait, le fait d'adorer le dieu de la lumière, ça signifie que l'ombre est considérée comme le démon. Voilà, c'est ça. Je cherchais mes mots, mais voilà. Tout ce qui est dans l'ombre, et en fait, les Irdrians, de manière générale, ont une peur farouche de l'ombre. D'ailleurs, vous avez plein de proverbes, plein d'insultes basées sur tout ce qui est dans le noir, l'ombre, etc. Alors, un phénomène, par exemple, c'est que la nuit, les villes irdrianes sont totalement illuminées. Parce qu'en fait, les gens ont peur des ombres qui viennent se glisser dans leur maison, en fait. Ça, c'est très important. Ça vient de quoi? Alors, ça vient, en fait, de la légende ou du mythe. Alors, pour vous, c'est la réalité, hein, mais du mythe qui entoure Astor. En fait, on dit que Astor, ce qu'il fait, c'est qu'il parcourt le ciel, et il va donc se coucher à l'ouest, hein, ça n'est pas de souci. En fait, il va se coucher derrière les montagnes de l'Aube. Et en fait, ce qu'on suppose, enfin ce qu'on croit, c'est qu'il atterrit dans son palais. Et qu'en atterrissant dans son palais, en fait, il va devoir passer sous terre pour aller renaître à l'est. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le passage sous terre la nuit, il n'est pas de tout repos pour notre pauvre Astor, puisqu'en fait, il doit mener une bataille, ou plus exactement 8 batailles, une par heure de la nuit, de façon à pouvoir gagner les portes de l'Aube et pouvoir renaître. Et ce qu'il combat sous terre est appelé les ombres, c'est-à-dire qu'il combat des créatures qui s'appellent les ombres, pour passer chaque heure une bataille. Et il lui arrive plein de trucs, il est trahi, voilà. Alors ce qui est très étrange, c'est qu'en fait, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que depuis des millions d'années, depuis que le Soleil existe, en fait, Astor revit toujours la même nuit, revit toujours les mêmes batailles à la minute près, en fait. D'ailleurs, alors c'est là que c'est assez étrange, le culte d'Astor ne se pratique jamais en journée. Il n'a lieu que la nuit. Autrement dit, les prêtres et les moines, toutes les prières, tous les rituels ont lieu la nuit. Et ils sont rythmés par heure. Donc, vous allez souvent entendre le rituel de la première heure, rituel de la deuxième heure, rituel de la troisième heure, etc. Donc, tout le monde se rassemble dans les temples, ils se mettent à chanter. Et l'idée, c'est de prier pour aider Astor, évidemment, à gagner. Puisque, comme toute bonne religion, il disparaît, en fait. Donc ça, c'est important. Donc, ça a donné plein de superstitions, plein de problèmes culturels, plein de traits culturels, en fait, aux Irdrians. C'est-à-dire que tout ce qui vit sous terre, par exemple, est considéré comme très mauvais. Les choses qui fouissent sous terre. Alors, vous imaginez les nains qui vivent accessoirement dans des cités troglodytes dans les montagnes, bof, quoi. On les considère un peu comme des ombres, c'est pas terrible comme idée. On a peur de la nuit, hein, on a peur que les ombres viennent vous chercher dans la nuit, donc les gens sont très pieux, dévots, ils allument des lanternes partout, ce genre de choses. Il y a aussi un phénomène qui va être très important pour vous, vous allez le voir, c'est qu'en fait, l'équivalent des lépreux en Irdrie, ce sont les aveugles.
Ce sont littéralement des parias, parce qu'en fait, on considère qu'ils ne peuvent plus voir la lumière d'Astor, et que donc ils ont été châtiés, ils ont certainement fait quelque chose de très mal, pour ne plus avoir le plaisir, la joie de voir la lumière d'Astor, en fait. Pour revenir à ce que tu disais, excuse-moi, je te coupe sur les nains. Vas-y, je t'en prie. Il n'y a pas du tout de commerce avec eux? Si, alors les Irdrians sont superstitieux, mais quand même assez pragmatiques. Pragmatique. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Okay. On les voit pas trop, mais on aime bien leurs haches, on aime bien leurs gemmes, on aime bien leurs automates, on aime bien tout ça quand même. Ça marche, oui, ok. Business is business, mon ami. Mais tu verras pas, par exemple, tu vois, je sais pas, une guilde de forgerons naines dans une ville irdriane, ça marchera pas bien. Tu verras plutôt un... Pas d'armée? Le clergé a pas d'armée? Si. Alors, il y a deux types de... Il y a ce qu'on appelle des prêtres combattants, ce sont des prêtres qui prennent les armes. C'est pas forcément les plus répandus, on va dire. Mais par contre, il y a un ordre de chevalerie qui s'est développé, qui s'appelle les chevaliers Orostrates, en référence à Saint Orostrate. Alors, j'expliquerai d'ailleurs son histoire de relique, qui est une histoire avec Astor, mais ça, je le ferai après. Chevalier Orostrate. Bien évidemment. Voilà, ça permet de s'arranger avec le dieu, de s'attirer ses faveurs, c'est prestigieux. Enfin bon, je te laisse imaginer le truc. Puis, il y a des gens qui sont vraiment croyants par ailleurs. Et vous allez voir que dans le contexte politique actuel, les chevaliers Orostrates ont un rôle très particulier puisque nous sommes en plein dans une guerre de religion. Donc je vais y revenir un petit peu après, mais en fait le contexte que vous allez vivre, c'est littéralement une énorme guerre de religion. Qui secoue, on va dire, la domination des Astoréens et qui met à feu et à sang les baronnies irdrianes. Donc oui, les chevaliers Orostrates sont assez courants et c'est, on va dire, l'ordre de chevalerie le plus prestigieux. À noter que tu n'as pas de chevalier de Talris, d'Epinéris ou je ne sais quoi. C'est le seul ordre guerrier, c'est Astor, puisque c'est le dieu de la guerre aussi. C'est le dieu de la justice, de la guerre, de l'honneur, de la loyauté. Enfin, c'est le type un peu carré, on va dire. Voilà. Alors, guerre de religion, c'est entre quelle religion alors? Alors, c'est entre une hérésie, enfin, du point de vue des Astoréens, c'est entre une hérésie et la vraie foi, normal, guerre de religion. Je vais faire une parenthèse, Boubou, je vais répondre à ta question, mais avant, je vais juste préciser un truc, donc je vais juste recoller au destin de Saint Orostrate. Alors, Saint Orostrate, il a une histoire assez classique, j'allais dire. Bon, bref, il a eu une vision dans une forêt un jour, grosso modo, Astor lui a parlé. En tout cas, un de ses anges, alors les anges d'Astor, qui ne sont pas vraiment des anges, mais enfin les acolytes, les lieutenants s'appellent des Imranes. Donc les Imranes sont les guerriers qui combattent aux côtés d'Astor quand il est sous terre la nuit, en fait. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'a fait, il a eu une vision, c'est un mystique, Orostrate, et donc il est parti tout à l'ouest, il est tombé sur un désert, il a vu que le soleil se couchait dans ce désert, et tout le monde lui a déconseillé d'aller dans le désert, mais il y est allé avec 8 compagnons. Et il se trouve qu'il a trouvé le palais d'Astor. Et il a trouvé le palais d'Astor, et Astor lui a confié des reliques. Il est revenu du désert, genre X années plus tard, et il est arrivé sur le fameux mont du premier serment où se tient Canet aujourd'hui. Il a dit, paf, j'ai été au palais d'Astor, nous sommes ceux qui doivent vaincre les anciens rois, clac, je vous distribue des reliques. Allez-y maintenant. Et c'est de là que viennent les reliques, c'est donc de ce voyage au désert, qui est raconté d'ailleurs par ses compagnons dans un livre qui s'appelle le Livre des 8, qui est un peu la Bible des Astoréens. Et l'Ancien Testament, quoi. Le Nouveau Testament, pardon. Exactement. Et donc voilà, c'est ça le destin de Saint Orostrate. C'est pour ça que la religion astoréenne aujourd'hui, en fait, c'est une religion d'adoration de Saint Orostrate, ni plus ni moins. C'est pour ça qu'elle est aussi puissante, parce qu'elle possède les reliques, parce que ça a permis de vaincre les anciens rois et ce genre de choses. Et ça a duré tranquillement 4 siècles. Ils se sont développés, ils ont construit des temples, ils sont devenus fantastiquement puissants, etc. Et à un moment, devant toute cette magnificence, cette opulence, etc., il y a un homme qui s'est dressé contre ça et qui a dit « Non, les amis, c'est pas tout à fait ça le message de Saint Orostrate, on n'est pas là pour déguster des loukoums sur des poufs dans des palais en or.
Ce type-là s'appelle Borésias. Et Borésias, il a professé une autre variante de la religion astoréenne qui prône le dépouillement, qui prône le dénuement, de revenir aux fondamentaux, qui est l'adoration d'Astor, mais pas forcément dans des temples, etc. Il a d'ailleurs été assez loin, puisqu'en fait, pour lui, toute la parole de saint Orostras, toute la parole liée à Astor n'a pas le droit d'être écrite sur quelque support que ce soit. Donc c'est une hérésie qui aussi a des travers assez monstrueux, puisqu'en fait, ils passent leur vie à détruire les livres, à briser les stèles. Rien ne doit être écrit, rien de divin ne doit être écrit pour eux. Et puis, ce sont des gens qui ne vivent pas dans l'opulence et qui sont donc des fanatiques. Hein, les disciples de Borésias, qu'on appelle les borésiaques, sont des gens moyennement rigolos, assez fanatiques, et qui sont à l'opposé des astoréens. Il se trouve que le Borésias en question, il a eu le malheur d'avoir pas mal de succès auprès d'une personne, qui est en fait le baron qui dirige les Varades. Alors, vous vous rappelez, il y a 3 grandes baronnies en Lyrdrie, il y a Farnost, les Varades et la Chantare. Et donc du coup, le baron Evaradi s'est converti au borésianisme. Et là, il y a un problème, parce que du coup, vous avez un tiers de Lyrdrie, grosso modo, qui devient hérétique. Donc là, l'Astérium, c'est-à-dire le conseil des hauts prêtres d'Astor, a dit non, ça va pas être possible, mon ami. Déjà, on va aller demander au Saint-Reliquaire de mettre fin à ça. Puis on va dire aux barons que ce serait bien, vu qu'ils sont très pieux, d'aller faire en sorte que le baron Evaradi arrête ses bêtises, quoi. Et c'est comme ça que la guerre de religion a commencé. Cette guerre de religion, elle dure depuis très longtemps, plusieurs dizaines d'années. Elle a un nom maintenant, elle s'appelle le chemin des larmes, parce que c'est une guerre atroce, hein, tout simplement. Alors, il faut savoir que d'ailleurs, Borésias, j'ai oublié de le préciser, il n'a pas eu un destin très, très sympathique, parce qu'évidemment, la première chose qu'on a fait, c'est de le capturer et de le brûler. Donc c'est devenu un martyr, en fait. On pensait assez naïvement, comme d'habitude, que ça allait arrêter le problème borésiaque, mais c'était trop tard. Ces enseignements étaient déjà disséminés. Deuxième fait important de cette guerre de religion, en fait, à un moment donné, il y a quand même des gens qui se sont dit, bon, là c'est sanglant, ça fait des années que ça dure, c'est compliqué, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire la paix? Et donc, les 3 grands barons de Farnost, d'Evarad et d'Achantar sont tous réunis, alors qu'il y en a 2 qui sont encore astorins et l'autre borésiaque, sont tous réunis à Éphar, sous l'égide de l'Astérium, lors d'un synode qui s'appelle le synode du renouement. Donc ça a été un moment d'espoir, hein, pour toute Lyrdrie. Ils se sont dit, ah bon, ils vont enfin se mettre d'accord, on va arrêter de se taper dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand le baron Evaradi est arrivé à Éphar avec son fils et sa femme, en fait, il a été assassiné immédiatement dans les jardins même de l'Astérium. Alors lui et son fils d'ailleurs, seule sa femme en fait a pu s'échapper. Donc les barons qui ont assassiné le baron Evaradis et les barons de Farnost et d'Achantar, ils ont été jugés en procès, mais on a considéré que c'était une juste trahison. Et donc ils ont été absous parce que c'était au nom d'Astor. Donc quand vous entendrez parler de la juste trahison, c'est donc le nom qu'on donne en fait à l'assassinat du baron hérétique d'Evarad. L'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'évidemment sa femme ayant pu s'échapper, elle a décidé de se venger. Et pour ça, elle assassine systématiquement tous les gens qui ont trompé dans le complot qui a mené à la mort de son mari. Et elle le fait de manière particulièrement cruelle. Donc elle a réussi à en zigouiller un certain nombre. Grosso modo, il ne reste plus que celui de Farnost. Alors quand elle zigouille, en plus, elle zigouille la famille, tout le monde. Donc ne fais pas dans le détail. Et donc il ne reste plus que celui de Farnost qui tremble dans sa citadelle en se disant quand est-ce que ça va être mon tour, quoi. Et elle a pris un nom. Vas-y, je t'en prie. Je dis en mode Game of Thrones, c'est-à-dire quand on bute un, tu les butes tous, quoi. Oui, ça éradique de la lignée à tour de bras, ouais. Et elle est devenue donc la championne du borésianisme, on va dire, et elle a pris un nom de guerre, elle se fait appeler la Veuve Misère, et donc elle a rallié tous les borésiaques à elle, et ça va concerner plus le personnage de Boubou, elle s'est réfugiée en fait dans les marais du delta de l'Irde. Et alors là, pour aller la chercher, c'est une autre histoire.
Donc on n'arrive pas à l'attraper. Pour faire court, régulièrement le baron de Farnost envoie des mercenaires ou des chasseurs de primes pour aller essayer de la trouver, et elle renvoie les têtes des chasseurs de primes au baron de Farnost, en fait. Voilà, donc c'est le contexte actuel. On est dans un contexte de guerre de religion où quand même les Borésiaques ont pris un sacré coup dans l'aile avec la disparition du baron d'Evarad, mais il reste cette veuve misère qui est une sorte d'épouvantail, hein, faut être franc. Tout le monde a peur de voir débouler dans son village ou dans sa ville la veuve misère parce qu'elle va tout brûler, tout raser, quoi. Pour faire court. Juste une précision, vos personnages, ils ne sont pas borésiaques. Et ils n'ont pas de sympathie particulière pour les borésiaques. Sauf Boubou, qui lui est neutre, si je puis dire, avec son personnage non humain. Et je fais un stop, Davy. C'est génial ce truc. Ah pardon. Ouais. Et c'est pas bien grave. Non, Alors je ne franchement. comprends pas pourquoi je ne peux revenu. Me revoilà. Donc voilà. Donc maintenant j'ai compris maintenant que je peux envoyer des messages et je peux t'envoyer un message, Sylvie, en te faisant coucou comme ça. Normalement tu devrais le voir. Ouais, Donc c'est bien. petit point Donc je rouge. peux intervenir comme ça. Donc c'est super. On a avancé. C'est l'enregistrement continue. Oui. Je vais redire stop pour le montage. Attention, stop. Bah, stop peut-être, mais je ne sais plus ce qu'on disait. Excuse-moi, mais ça c'est drôle. C'est Bah, c'est t'avais pas à très peu grave. près, t'avais à peu près fini l'histoire de la veuve tu étais misère. sur la veuve qui. Non, nous on n'est pas, c'est ça. Boro-Boro, Nous, je sais on est, pas quoi, oui. là. Ouais, elle vit dans les marais. Ok, Exactement. allez hop. Nous, on est Non, plutôt j'étais des en train de... traditionnalistes Attention, du silence. Carreau Voilà. d'Astor, quoi. Voilà. Attention, silence, stop. Donc oui, pour préciser, vous n'êtes pas borésiaque du tout. Là, l'idée dans la campagne, c'est pas vous faire jouer des hérétiques, parce que bah, c'est un peu particulier. Vous êtes vraiment dans le... Alors ça veut pas dire que vous êtes des fanatiques astoriens pour autant. Pas du tout l'idée de jouer des fanatiques, mais à part Boubou et son Nishmen, qui est donc d'ailleurs, il faudrait que je termine sur les non-humains à un moment. Donc à part Boubou et son Nishmen, Sylvie, elle joue une religieuse. Philippe, qui n'est pas là ce soir, joue un prêtre. Bon, ils sont astoriens et ils viennent des phares. Donc du coup, là, il n'y a pas photo, il n'y a pas de borésiaque. Et puis de l'autre côté, on a une compagnie dirigée par une chevaleresse Orostrate. Donc là, pour le coup, voilà, à moins d'être une hérétique cachée, non. Et par contre, peut-être un peu plus de retrait. Donc Olon, t'es pas particulièrement. Donc Olon, c'est le personnage de Sylvain. T'es pas particulièrement croyant dans les dieux conquérants. Bon, enfin, t'es pas non plus impie. De temps en temps, tu vas quand même au temple parce que ça fait pas de mal. Et par contre, alors du coup, Boubou, toi, tu regardes ça
Tu as conservé la religion de ton peuple, hein, tout simplement. Tu n'as rien contre les Astoréens, tu les trouves pas très drôles, forcément. Tu trouves un peu étrange d'adorer le soleil aussi, et d'avoir peur de la nuit, mais bon, écoute, tu t'y es fait. Et pour bien comprendre là sur les hérétiques, au final, on est d'accord que tous ces gens-là, en fait, ils adorent Astor. C'est juste qu'ils sont pas d'accord sur la façon dont il faut l'adorer. Exactement. Oui, ok. J'ai rien loupé donc. Non, c'est vraiment ça. Il prône si tu veux, il prône une religion qui est libérée des temples, qui est libérée des prêtres et des écrits. C'est une espèce de religion populaire. Ça revient. En fait, ils veulent regagner, comme souvent avec ces religions-là, revenir à la religion de leurs ancêtres, qui était pratiquée sur les bateaux. Il n'y avait pas de prêtres, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas tout ça, quoi. Ouais, il n'y avait pas toute la richesse, l'opulence dont tu parlais tout à l'heure. Et oui, parce que il y en a qui se sont gavés comme d'habitude. Les hauts prêtres, voilà, ils vivent bien. Ah, mais c'est marrant parce que tu vois, on aurait pu se dire, surtout dans un milieu polythéiste comme ça, que c'était des adorateurs de deux dieux différents qui se seraient tapés dessus. C'est ce que je Là, pensais. À pire, je sais pas s'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais finalement, c'est les adorateurs du même qui se tapent dessus. C'est ça. C'est ça. Je crois que c'est lié au pouvoir, si tu veux. Oui, bien sûr. Talrys, il fait peur à personne, Épinéris non plus. Enfin, tu peux pas dire je vous domine car je sais pas, j'adore le dieu des morts, toi. Voilà. Mais non, tu as tout à fait raison. C'est une espèce de pseudo-monothéisme, en fait. Hein, à cause de la conquête, à cause des reliques, à cause de ce truc de Saint-Orostraz, là. Donc voilà un peu. Donc, non, vous êtes vraiment du côté astoréen type traditionnel, comme disait Sylvie. Mais pour autant, j'insiste, on ne joue pas des fanatiques. On juge des gens qui ont leurs croyances. Alors par contre, c'est comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est pas... c'est pas des gens qui ne croient pas ou qui pensent que ce sont des mythes. Si tu veux, le personnage de Davy, par exemple, la chevaleresse Rostrate, elle pense réellement qu'Astor, la nuit, se bat, et elle en est très fière, elle va au temple prier pour l'aider, c'est quelque chose d'important, et pareil pour toi Sylvie, et également pour le personnage de Philippe, c'est pas du tout quelque chose d'abstrait ou de philosophique, c'est une vraie croyance. On pense vraiment qu'on aide Astor quand on prie la nuit, quoi. Exactement. Et pareil, vous avez peur des ombres, typiquement. Et d'ailleurs, alors c'est peut-être con comme question finalement, mais si les dieux existent, ma foi, pourquoi ils combattraient pas la nuit? Oui, tout à fait. Mais tu vois, souvent, j'ai remarqué que dans les livres de fantasy, dans les campagnes de jeux de rôle, tu as la croyance. Et nous sommes des hommes et des femmes modernes. Donc, du coup, parfois, on a pris une espèce de distance avec la croyance. Mais pas eux pas du tout, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi pour ça que j'insiste un peu là-dessus, parce que finalement, et notamment dans l'univers du jeu de rôle, en t'écoutant, je me faisais une remarque. La religion, dans le monde qu'on connaît, nous, c'est basé sur la foi, donc c'est le fait de croire sans preuve. Mais en fin de compte, dans ces univers-là, il y en a des preuves. Ils existent, enfin, c'est palpable, quoi. C'est pas basé sur la foi. Ça me fait un peu penser, tu vois, à la religion, aux religions romaines, où les dieux, ils descendaient sur Terre, ils s'accouplaient avec machines qui étaient passées, etc. Enfin, il y avait une vraie interaction, avec un vrai ancrage dans la réalité. Hein. C'est ça, ouais. Alors les dieux, d'ailleurs, les dieux populaires, eux, ils existent vraiment. Tu peux même quasiment les rencontrer, interagir avec eux. Par contre, les grands dieux, les guides des Irdrians, eux, c'est plus faut que tu les considères comme des forces un peu écologiques. Tu ne verras pas Astor débouler. Non, il faut aller dans le désert avec quelques copains. Voilà, c'est ça. Ou porter des reliques ou ce genre de choses. Mais même les reliques, tu vois, c'est pas un acte direct et c'est des dieux un peu indirects. C'est des espèces de. Ouais, c'est comme des montagnes, c'est comme le ciel. Ils représentent des phénomènes. Voilà, par exemple, Épinéris, elle va pas venir guérir quelqu'un, faire remarcher un paralytique ou ressusciter quelqu'un, quoi. C'est pas le cas. Par contre, il y a tout un tas d'autres dieux. Par exemple, on peut très bien imaginer que le personnage de Boubou, lors de cérémonies liées à son peuple, il a très bien pu rencontrer des esprits des marais. C'est pas du tout impossible. Bien au contraire, c'est une réalité pour le coup. C'est pas juste parce qu'il aurait pris du payolt ou je ne sais pas quoi. Il y a le truc qui existe vraiment. Et il peut lui conférer des pouvoirs ou ce genre de choses. Il y a de la réincarnation ou pas? Du tout. En tout cas, pas chez les Irdrians. Non, tu vas chez Talrys. Alors, il y a une croyance qui est marrante d'ailleurs chez les Irdrians, c'est que si tu es jugé, tu restes aux côtés de Talrys, tout va bien. Si tu es jugé mauvais, on ne sait pas ce que tu deviens.
Donc du coup, on sait juste que tu rentres pas chez Talris, mais après, on sait pas trop ce qui t'arrive. Donc voilà, c'est une grande crainte d'ailleurs des Irdrians, c'est ça, c'est d'être mal préparé. Tu peux avoir fait toutes sortes de saloperies et tout, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les prêtres de Talris font une cérémonie pendant 7 jours et ils écrivent sur ton corps ce que tu as fait dans ta vie. Donc ta famille vient d'expliquer, bon ou mauvais. Tu peux pas mentir à Talris, d'ailleurs, c'est très moyennement conseillé. Deuxième chose très importante, d'ailleurs, qui est importante pour le jeu de rôle, c'est que c'est très 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 mal vu de ressusciter. Ou de ne pas mourir si on doit mourir. Et là, par le coup, Talris intervient, c'est-à-dire qu'il envoie des créatures à ta poursuite si tu t'amuses à essayer de rester vivant alors que tu ne devrais pas. Ça, c'est assez connu. Et d'ailleurs, les morts vivants, donc dans l'univers du solstice des ombres, sont des envoyés de Talris, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il fait renaître les morts pour te pourchasser. Ok. Donc, sympa. bon, voilà. Oui, c'est... Disons que c'est une explication ou c'est la réalité, enfin, c'est l'explication que les gens donnent ou... Non, c'est la réalité. C'est vraiment le cas. C'est la réalité. Non, il n'y a pas de nécromants qui lèvent des armées de squelettes à leur service. En fait, alors les morts-vivants, il n'y a pas de vampires, ce genre de choses, mais les gens ressortent de terre. Voilà. Alors souvent, ce sont des morts d'ailleurs qui ont été rejetés de chez Talris et qui aimeraient bien rentrer, donc il faut une petite action pour le dieu là, pour essayer de se mettre bien avec lui. Et non, il y a vraiment. Alors, du coup, ça se passe pas très souvent. Hein. Vous n'allez pas avoir des zombies, des attaques de zombies à tous les coins de rue. Mais il y a des barons, évidemment, qui se sont dit tiens, je vais pas mourir ou ce genre de choses, ou je vais passer un pacte avec un dieu parce que tu peux faire appel à des dieux pour rester vivant. Et ça, c'est niette. Talris, à partir du moment où tu adores les dieux conquérants, il faut prendre tout. Tu n'as pas le choix. Tu fais pas ton marché chez les dieux, quoi. C'est assez. Tu peux pas tromper Talris. Il est omniscient là-dessus, quoi. Donc il y a toutes sortes d'histoires, hein, bien sûr, qui traînent là-dessus. Mais c'est une réalité. Ouais. Comme Epinéris, il n'y a pas réellement de pouvoir magique, mais les prêtres et les prêtresses d'Epinéris ont un art de la guérison supérieur aux autres. Donc ils parviendront. Alors est-ce que c'est de la magie, une pratique de la médecine, etc. Ça sent un peu flou, mais ils parviendront à guérir des choses qui normalement auraient dû te rendre handicapé ou ce genre de choses. Donc ça c'est assez important. Mais par exemple, un prêtre d'Epinéris ne peut pas redonner la vision à quelqu'un. Il y a une limite à ce qu'ils savent ou peuvent faire. Ça c'est assez important. Donc je vous le rappelle, vous êtes à Serrados, dans une micro-baronnie, certes. Alors elle est simple en plus cette baronnie parce faut que tu finisses sur les non-humains. Ah, je finis sur les non-humains, tu as tout à fait raison. Alors j'ai parlé des nains, j'ai parlé des Ishmen, je pense. Ouais. Il y a deux autres. Alors, il y a pas mal de non-humains, mais il y a deux. Alors il n'y a pas d'elfes, je tiens à le dire. Vous ne croiserez pas des elfes dans les rues avec des oreilles pointues et des luttes, ça n'existe pas. Par contre, vous avez des gobelins. Alors les gobelins sont des créatures plutôt urbaines, on va dire en Éperle, et généralement les familles de gobelins, alors ils sont très ostracisés, on ne leur fait pas du tout confiance, il y a une espèce de méfiance de la part de tout le monde envers les gobelins. Ce sont des gens qui sont considérés comme roublards, malins, rusés et un peu borderline, un peu criminels, on va dire. Et donc il n'y a pas tous les gobelins, bien évidemment, mais il y a des très puissantes familles de gobelins qui dominent dans les villes souvent la contrebande, ce genre de trucs en fait. Ce sont des gens qui sont à la fois des commerçants, ils ont un instinct très fort pour le commerce, et donc pour eux, tous les moyens sont bons pour s'enrichir, pour faire court. Donc le racket, ça marche, la contrebande, ça marche, le trafic de faux ex-voto, ça marche, les fausses prophéties du Léru, ça marche aussi. Tout est bon, ils sont créatifs en plus, très créatifs. Voilà. Alors les parrains, parce que en fait ces familles sont dirigées par des parrains ou des marraines, ils ont un nom que vous allez retrouver assez souvent, on appelle les gobelins hommes les parrains des apates, A-P-A-T, et les marraines s'appellent les amates.
Voilà, c'est une société assez hiérarchisée, un peu comme dans les mafias. Voilà. Donc, ce sont des gens roublards. Ils sont drôles, ils peuvent être drôles, mais ils peuvent être aussi très dangereux. Voilà, c'est des gens sans scrupules. Donc ça, c'est les gobelins. Il y en a un peu partout dans les villes moyennes et les grandes villes. Ils sont un peu partout. Ils sont là où il y a de l'argent à se faire, pour faire quoi. Voilà. Et il y a une autre race qui est très importante, mais ça, je pense que vous en croiserez probablement pas tous les jours, sont les ogres. Alors, les ogres sont très particuliers parce que sont en fait, comme les Serverois, c'est un peuple qui a été soit créé, on ne sait pas trop, soit réduit en esclavage par les anciens rois et qui en fait combattait dans les armées des anciens rois. Donc les ogres, on est d'accord, hein, c'est 3 mètres de haut, musculeux, avec des crocs, enfin la représentation telle que vous pouvez vous faire d'un ogre, quoi. Il se trouve que les ogres, évidemment, quand les anciens rois ont disparu, ils se sont retrouvés un peu livrés à eux-mêmes, et ils ont été traqués, chassés et massacrés. Du coup, ils sont plutôt sauvages, hein, ils essayent de se cacher, mais il se trouve que les nobles Yerdrians aiment beaucoup les combats, dans les arènes notamment, et donc ils ont cette tradition, tout au moins au VIe siècle, de faire capturer des ogres pour les faire combattre dans les arènes, et c'est surtout là que vous les avez vus, en fait. Les ogres, pour vous, sont des gens complètement abrutis, c'est des bêtes sauvages, en fait. Voilà, c'est avant tout des bêtes sauvages, et il se trouve que les normes Yerdrians étant un peu hypocrites, ils ne capturent pas les ogres par eux-mêmes, ils confient le travail à des sortes de chasseurs professionnels qui sont souvent des serverois. Voilà. Et donc, c'est des combats très cruels, il faut le savoir, puisqu'on oblige concrètement les ogres à s'entretuer, ou tu as bien un chevalier ou deux qui, pour prouver un peu qu'il est plus fort que les autres, va combattre des ogres dans l'arène. Voilà. Et il y a même quelques barons Yerdrians téméraires, si je puis dire, qui ont essayé de faire combattre pour eux dans les batailles du chemin des larmes des ogres. Ça s'est pas forcément super bien terminé, puisque c'est assez dur de les contraindre, en fait, et puis c'est des forces de la nature. Mais il y a quelques barons Yerdrians peu scrupuleux qui utilisent les ogres comme une force de frappe dans les batailles, en fait. Pour autant, les ogres, ils sont pas complètement abrutis, on est d'accord. Ils ont une culture. Alors, je vais répondre aux joueurs, mais pas aux personnages, surtout toi. Oui, les ogres, en fait, ce qui se passe très concrètement, c'est que les Yerdrians, comme les anciens rois, les réduisent en esclavage. Alors, je vais vous citer un exemple qui a un détail un peu sordide, c'est-à-dire qu'en fait, les ogres, par exemple, ont un langage, normalement. Mais quand on capture un ogre, on commence par lui couper la langue. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'il ne sait pas parler, qu'il est complètement abruti, et que c'est une bête, ce qui n'est pas vrai du tout. Donc en fait, les ogres qui sont capturés sont évidemment des victimes d'un appétit pour la violence des nobles Yerdrians, en fait. Mais il y a suffisamment de préjugés, Davy, pour que par exemple ton personnage, donc la chevaleresse Rostrate, considère les ogres comme des bêtes sauvages. Elle a ce préjugé qui est un préjugé culturel. Elle n'a jamais eu l'occasion de discuter avec un ogre et de découvrir qu'en fait, pas plus méchant qu'un autre ou pas plus bête qu'un autre. Par contre, quelqu'un qui pourrait avoir de l'empathie, c'est ton personnage, Boubou, par exemple. Ouais. Je m'en doutais. Et de ton côté, Sylvain, on peut très bien imaginer que tu aies rencontré dans une des batailles du chemin des larmes, en face de toi, des ogres, donc tu les crains et tu penses qu'ils ne sont pas forcément hyper sympathiques. En fait, tu as vu ce qu'ils étaient capables de faire une fois qu'ils sont lancés, quoi. Disons qu'il y a un biais, quoi. C'est que si je les ai côtoyés, je les ai côtoyés dans un contexte. Exactement. Et donc, du coup, tu as pu plaquer là-dessus. Donc voilà, donc ils sont maltraités, ils sont pourchassés, ils sont considérés, ils vivent de rapine, donc ça l'est évidemment. Donc c'est pas un peuple très heureux, en tous les cas au VIe siècle. Et puis ils traînent ce truc d'avoir été la force de frappe des anciens rois, quoi. Voilà, donc ça les aide pas beaucoup. Et grosso modo, en termes de... Ah si, j'oublie une race que j'aime beaucoup, pardon, j'ai oublié les Tled. Ah bah oui. Les Tled. Alors les Tled sont des hommes-oiseaux. Sont des oiseaux humanoïdes. Alors au VIe siècle, il y en a très peu, il faut être franc. Et ils sont très appréciés parce qu'en fait, souvent ils ont un don pour la musique. Voilà, donc souvent vous allez les trouver comme troubadours ou musiciens ou conteurs, pour ne pas dire bardes, à droite à gauche, dans les villes yerdrianes. Voilà, mais il y en a très peu.
n'y a pas de communauté Clède, de royaume Clède, de ville Clède. Ce sont souvent des nomades ou des gens qui errent un peu partout. Mais ce sont des gens très appréciés pour leur talent artistique. Donc il faut vraiment se représenter un homme oiseau humanoïde, en fait. Voilà. Donc voilà un peu tous les non-humains, en tout cas en Irdrie, et à cette époque, que vous pouvez croiser. C'est rare, hein, je le répète. Vous n'avez pas croisé un gobelin tous les matins, ni un ogre, ni un Clède, ça reste exceptionnel. Et certainement pas des nains non plus, du coup. Voilà. Les nains qui sont très puissants, hein, par ailleurs, puisqu'ils ont un royaume, mais ils vivent un peu reclus, parce qu'ils ne sont pas très appréciés des Irdrians. Ça ne marche pas très bien entre eux. Voilà. Après, il y a des bestioles, hein, je le répète. Donc là, pour le coup, on est bien dans un monde de fantasy. Donc vous allez trouver des bestioles, hein, plein de bestioles bizarres, des fauves bizarres, des bovidés bizarres, mais aussi des dragons bizarres. Il y a un vrai bestiaire. Donc c'est pas le Moyen-Âge. C'est bizarre, hein, les dragons, hein, c'est déjà suffisant. Je pense à ça parce que oui, il y a des créatures un peu étranges à droite à gauche. Voilà, donc non, là pour le coup, si vous vous aventurez dans une forêt ou dans les marais, vous allez croiser, voilà, vous n'êtes pas à l'abri de l'araignée géante, ce genre de truc. Donc il y a vraiment des créatures de fantaisie qui traînent à droite à gauche. C'est dangereux du coup, la nature de manière générale est dangereuse. Ouais. Oui, alors oui, c'est vrai. Dangereuse non, c'est l'occasion de se faire un nom. Ah, t'es déjà dans son personnage là. Mais oui, non, mais tu as raison de le dire, hein, c'est-à-dire que bon, le territoire de l'Irdrie est habité, hein, pas de souci, c'est assez maillé, il y a des villages un peu partout, mais oui, il y a des créatures dans la forêt d'à côté, peuvent vivre un truc moyennement sympathique. Ouais, non, c'est. On va pas faire de la randonnée en forêt comme ça, quoi. Non. Ou alors accompagné par des gens qui veulent se faire un nom éventuellement. Mais. Tout à fait. Voilà. À ça se rajoutent on va dire les brigands, et se rajoutent aussi éventuellement les borésiaques. Vous savez, quand un monde est en guerre. Les chemins sont pas très sûrs, quoi, pour faire court. Donc, il vaut mieux voyager armé et être assez sûr de soi. Oui, tu n'as même pas besoin de tomber sur un monstre pour avoir des problèmes. Non, clairement pas. Encore une fois, la guerre engendre toutes sortes de crimes, de trucs un peu étranges. Donc, puis c'est une guerre qui dure depuis longtemps, donc le pays a été ravagé. Alors, pas de Cerados, je le précise. Cerados n'a jamais été touché par le... Elle a complètement été préservée. En fait, la partie qui a été touchée de l'Irdrie, c'est essentiellement les Varades, donc cette fameuse baronnie hérétique. Elle a été ravagée. Donc, on va dire toute la partie ouest de l'Irdrie, c'est un no man's land. Les gens ont été massacrés, les villages brûlés, les villes abattues. Enfin, c'est pas un endroit très sympathique. Voilà. Par contre, la partie proche de la mer, donc à l'est, elle est relativement préservée, et Cerados encore plus, parce qu'en fait, il y a d'abord une baronnie relativement petite, et puis elle est très près des phares. Plus vous êtes près des phares, plus vous êtes en sécurité, pour faire court. C'est le cœur historique des royaumes, enfin des baronnies ardrianes. On peut dire que c'est Achantar et Farnost contre Evarad, ou c'est pas aussi comme ça aussi. Si. C'est à cause de... Enfin, si, clairement, grosso modo, si tu veux faire court, à l'ouest, ils sont hérétiques, à l'est, ils sont traditionnalistes. Et Farnost et Achantar se sont alliés contre les Varades, d'où le fait qu'ils aient assassiné le baron au moment où ils étaient censés faire la paix. Et le plus fou des deux, ou le plus fanatique des deux, c'est quand même Farnost. Le baron de Farnost, le baron de Farnost est très moyennement sympathique. Il s'appelle Storik, et il s'appelle Storik Farnostari, et c'est quand même un vrai fanatique. Pas uniquement d'ailleurs religieux. On sent qu'il a des appétits de pouvoir, on va dire, assez importants. Vous vous rappelez qu'il y a une espèce de crainte d'avoir un roi chez les Irdriens. Et le surnom de Storik, c'est le roi, justement. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, c'est quelqu'un de très ambitieux, de très violent. Néanmoins, il a une énorme épine dans le pied, c'est la veuve misère, qui, pour le coup, veut sa tête, pour faire court, et a déjà eu toutes les autres têtes. Donc, c'est le dernier à zigouiller. Donc, pour l'instant, il ne sait pas trop quoi faire.
Il est un petit peu sur la tente, et toutes les tentatives de tuer la veuve misère ont échoué. Voilà, et pour l'instant, il n'agit pas plus que ça pour l'instant. On verra par la suite s'il fait quelque chose. Mais là, c'est un peu le dernier grand baron qui reste, en fait. Et on a fait un très grand tour de l'univers, je pense. Je me demande si on a oublié certaines choses importantes, mais je ne crois pas. Je vais juste vous parler quand même d'une chose importante, c'est l'écriture. Vous avez vu qu'il y a un petit problème avec les Borésiaques, hein. Mais en fait, les Astoréens ont une culture littéraire extrêmement importante, un peu comme les moines copistes de notre monde. Alors, il faut savoir que d'ailleurs, assez curieusement, les ancêtres des Irdrians n'avaient pas d'écriture, donc ils ont récupéré celle des anciens rois. Donc en fait, l'écriture actuelle des Irdrians s'appelle le Fénoréen, c'est en fait l'écriture des anciens rois. Donc ils ont piqué ça aux anciens rois. Et ils ont aussi une tradition très importante dans l'Uminur. Donc il y a des monastères et des abbayes partout en Irdrie, hein, donc des abbayes astoréennes, avec des maîtres copistes qui recopient en fait les écrits d'Orostrate ou des textes religieux enluminés. Et c'est une tradition qui est née il y a 2 siècles et qui aujourd'hui a son apogée. Voilà, donc il faut juste le savoir, vous verrez, ça a une relative importance. Pour autant, c'est comme au Moyen-Âge, il y a très peu de gens alphabétisés, y compris parmi les nobles, soit dit en passant. Il y a beaucoup de nobles qui ne savent pas lire ou écrire. Donc, les moines astoréens ou les prêtres astoréens ont ce rôle aussi souvent de conseiller auprès des aristocrates. Ils tiennent les comptes, ils rédigent les missives, ce genre de choses. Et donc, il y a une forme d'influence quand même là. Jyoti, c'est écrire, non? Alors, oui. Alors, Jyoti, il faut préciser, c'est la moniale, le nom de la moniale que joue Sylvie. Et Nassirias, c'est le nom du prêtre que joue Philippe, qui n'est pas là ce soir, donc. Sont tous les deux, oui, ils savent parfaitement écrire le Fénoréen. Ils savent lire le Fénoréen. Et moi, en tant que chevaleresse noble, tu as des rudiments, mais si on te présente un livre de théologie, tu vas vite être perdu. Voilà, donc tu as des rudiments. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que tu considères que ce soit véritablement nécessaire. C'est bien la peine de se fâcher et de se rendre hérétique, hein, si de toute façon personne ne sait lire. Qu'est-ce qui nous emmerde? Excellent. J'ai un trou dans mon world building là tout d'un coup. Mon personnage s'en fout aussi. Ils sont complètement tarés, ces humains. De toute façon, oui. c'est gorgé pour de l'écrit. Je pense que c'est un concept qui dépasse beaucoup. Oui. Je crois que là, pour le coup, mais même la notion parole, même, si tu veux. Vas-y. La parole de Saint-Père n'a pas besoin d'écrit. Elle se ressent, elle se vit. Oui, alors toi, attention, tu vires hérétique là. Oui, c'est ça. Moi, je pense que ta position, ce serait plutôt les prêtres lisent et moi j'agis. Ouais. Sur modo, c'est plus un truc dans ce goût-là, quoi. C'est bien qu'ils lisent, c'est bien qu'ils écrivent, ça doit être certainement très important. Mais en fait, effectivement, moi j'incarne l'astor. Les prêtres suivent mes ordres, tu veux dire? Alors non, pas du tout. Pour le coup, non. Non, pour le coup, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Loupé. Non. Il y a une espèce de respect, si tu veux, au moins de façade. Hein. Après, tu décides de ce que tu veux pour ton personnage. Mais non, c'est très très mal vu de s'en prendre à un prêtre ou à un moine, pour le coup. Ce qui fait que, par exemple, quand vous voyagez, quand les moines ou les prêtres voyagent, ils sont tout le temps accueillis, ils sont hébergés. C'est considéré comme un peu un signe favorable quand il y a un homme de, je peux pas dire d'église, mais du culte, qui est là, c'est considéré comme bénéfique. Donc non, il y a un vrai respect envers les... En tous les cas, excusez-moi, il y a un vrai respect chez les gens en Rostrate envers le clergé. Bon, chez les Borésiaques, dès qu'ils chopent un moine, ils le zigouillent pour faire court. Donc c'est pas la même chose, quoi. Même s'il y a des moines et des prêtres borésiaques, mais c'est pas le... Ils sont pas maîtres copistes, ils écrivent pas, ils sont des guerriers avant tout, quoi. Une espèce de guerriers fanatiques, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres...
C'est super. Je suis ravi d'avoir pu répondre à toutes les questions. Je me suis rendu compte entre-temps qu'il faudrait que je comble certaines choses, mais il y a d'autres choses. C'est assez clair, le système du culte la nuit, le système des heures. Voilà, donc ça va être, entre guillemets, c'est le cadre, hein, tout va pas tourner autour de ça, mais si subitement vous dites, je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous arrivez la nuit aux portes d'une ville et personne ne va vous ouvrir, hein, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, mais les mecs ont tellement la trouille que vous soyez des ombres, parce qu'il y a un mythe qui parle des ombres à peau humaine, les ombres sont capables de prendre l'apparence d'humain la nuit. Les mecs, c'est impossible de rentrer, c'est lié aux croyances. Si vous représentez des villes entièrement noires la nuit, ça marche pas non plus, elles sont illuminées partout. Parce que, alors c'est même un concours. Plus tu as de lanternes, plus tu es pieux. Donc, tu as des façades entières bourrées de lanternes. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Typiquement, si vous avez un doute sur quelque chose, une des réactions, notamment des religieux, c'est d'aller au temple prier la nuit, qui est typique. Voilà, ce genre de choses. Donc ça va vous aider à incarner vos personnages. Bon, faut pas aller trop loin, hein, ça reste du jeu de rôle. Et puis ça vous donne un cadre aussi quand vous parlez aux gens. Si tu veux menacer quelqu'un, c'est pas la peine de lui couper les doigts comme d'habitude. Oh non, écoute, merde. Ah bah non. C'est ça, je suis pas. Désolé. Non, mais par contre, tu peux le menacer. Tu peux lui dire, tu vois, là, moi, j'ai passé un pacte avec les ombres. Je vais te laisser là cette nuit. Et puis, je vais éteindre les lanternes au passage. Et puis, on va voir ce qui se passe, quoi. Et là, si le mec est un peu croyant, généralement, ça n'a pas vraiment le... Les gens, ils croient vraiment, donc ils peuvent avoir peur. Bon, si tu fais ça avec un gobelin, il va te rigoler au nez, ça c'est sûr. Ouais, avec moi aussi, bah oui. Toi, tu vas le regarder, tu fais bon, ok, bon. En plus, je vois la nuit. Donc, c'est un peu ça quand même. Mais, moi, personnellement, j'ai tout de suite ma main sur mon épée. Hein. Oui, bah oui. Mais par contre, en tant qu'Ishman, tu as pas des craintes, mais tu vois, être loin de l'eau, des choses, tout ce qui tourne autour de la sécheresse, ce qui est urbain, c'est pas trop ton truc, t'es pas très à l'aise avec ça. Par exemple, t'as une peur des chevaux, on en reparlera, mais t'es vraiment pas à l'aise pour monter à cheval. D'ailleurs, tu trouves assez incongru l'idée même de monter sur un cheval, te semble bizarre. Voilà, alors tu le fais de temps en temps, mais t'es vraiment pas à l'aise, quoi. Voilà, c'est un peu différent pour toi. T'as tes propres trucs, si je puis dire. Voilà. Chacun ses petites superstitions. Exactement. Ouais, ou son héritage, sa culture. Quoi. Ouais, ça permet d'avoir des persos un peu sympas à jouer, quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour, les amis? Bah, écoute, on verra. C'est pas mal, je crois. On a hâte de faire découvrir nos personnages et de les incarner dans ta partie. Ça va être très très bien. Exactement. Alors, on peut d'ailleurs dire qu'il va y avoir une autre séance comme ça, mais cette fois-ci, c'est pour découvrir le jeu. Comment on joue. Alors, on ne l'a pas dit, mais on va utiliser le système de jeu de rôle Savage Worlds. Et donc, c'est une première d'ailleurs pour nous, donc il ne faudra pas nous en vouloir. De temps en temps, ça va un peu déconner. Mais on va se faire un petit truc, on va expliquer tout ça, comment ça marche, etc. Puis après, on commencera la partie. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos YouTube, vous pouvez même regarder après, mais ça vous aide à bien vous immerger dans la partie, quoi. Et bien, super. On est bon. Yes. Les amis, merci beaucoup. C'était merci bien à toi. cool. Merci à toi. Merci à David pour l'orchestration. Ouais. Il y aura des petits couacs, mais c'est pas très grave. C'est ça. Ça n'a aucune importance. Je pense que ça va le faire. Et moi aussi, j'ai bien hâte. Donc voilà. Donc ça s'appellera tout bêtement un prélude au solstice des ombres. Alors vous avez remarqué que je vous ai pas expliqué ce que c'était que le solstice des ombres, n'est-ce pas? Et donc je ne vous l'expliquerai pas. Il y a des ombres. Et vous avez compris pourquoi je parle de solstice, je pense. Oui. Le soleil, etc. Ouais. Mais je vous le dis tout de suite, je ne vous dirai pas ce qu'est le solstice des ombres. Mais il y a une opposition intrinsèque, le solstice des ombres. Oui, voilà. Dans le monde, maintenant, vous comprenez qu'il y a un truc qui ne va pas avec les deux mots. Ouais. Encore une partie où on va pas comprendre le but de ce qu'on va faire, mais on va taper. Ça n'arrive jamais, ça. J'ai compris, il faut éviter la dernière nuit. C'est ça. Ça, c'est pas mal, ouais, comme but. De toute façon, la solution de la quête est dans les cuisines de l'auberge. Voilà, c'est ça.
C'est trop ça. Exactement. Les aventuriers ne vont jamais tout droit. Non, ils y vont pas du tout d'ailleurs, généralement. Bon, c'est top cool. À très bientôt et à la merci prochaine. pour cette petite séance. Ouais. Merci Super. à toi. Merci David. Merci. Salut. Bye bye. Bonne soirée. Salut à Salut. tous. À bientôt. Bonne soirée. J'arrête l'enregistrement.